Alors, bienvenue à la commission. Nous reprenons nos travaux. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Bonjour, mon nom est Annick Larose. Je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et je suis accompagnée Samuel Rago, je suis conseiller à la promotion et à la défense des droits à la société. Madame la ministre, Madame la présidente, Messieurs et Mesdames les députés. D'entrée de jeu, soulignons que la proche aidance en déficience intellectuelle est une situation qui perdure tout au long de la vie de la personne aidée, parfois à des degrés divers, mais qui ressemble très souvent à un long marathon. Cette caractéristique fait des personnes proches aidantes dans le secteur des personnes particulièrement sollicitées, ayant des besoins spécifiques qui sont difficilement comparables à d'autres populations proches aidantes. Ainsi, il importe que le projet de loi et la politique, puis le plan d'action, ne soient pas exclusivement tournés vers les personnes aînées. En déficience intellectuelle, les parents doivent souvent quitter leur emploi ou prendre une retraite anticipée pour s'occuper de leur enfant. C'est une particularité qu'on ne rencontre pas chez la majorité des personnes proches aidantes. On a beaucoup parlé du vide de l'après 21 ans. Je peux en témoigner, ce n'est pas une légende. Il est également parfois difficile de faire la différence entre le rôle de parent et le rôle de personne proche aidante quand on doit s'occuper de ces enfants qui ont une déficience intellectuelle, et ce, même lorsqu'ils sont devenus adultes. Moult parents âgés se retrouvent souvent proches aidants malgré qu'eux-mêmes auraient besoin d'aide. Dans ce contexte, c'est souvent la présence ou l'absence de service qui vient réellement faire la différence entre être juste parent ou être une personne proche aidante. Soulignons à cet effet que la pandémie de la COVID-19 a été un autre révélateur des maillons faibles du système. Les familles, qui étaient déjà à bout de souffle faute de services, ont été laissées à elles-mêmes sans aucun soutien de la part du gouvernement provincial. Si l'isolement et l'abandon des aînés ont été très médiatisés, on a très peu parlé des familles laissées seules et épuisées pendant le confinement et par la suite laissées à elles-mêmes à jongler avec l'anxiété du manque de services et l'absence de directives claires leur permettant de passer plus sereinement à travers cet isolement obligé. Nous ne pourrions trop insister sur le fait que pour bien aider les personnes proches aidantes en déficience intellectuelle, il faut avant tout que la personne aidée ait les services adéquats et en quantité suffisante. C'est la première chose qui compte pour les personnes aidées et les personnes aidantes. Lorsque les services sont au rendez-vous pour les personnes aidées, les proches aidants sont moins sollicités et sont moins à risque de devoir abandonner leurs activités professionnelles, leurs activités de loisirs, leurs intérêts personnels, des dimensions qui sont tellement importantes pour assurer l'équilibre et une bonne santé, tant mentale que physique. Pour ce faire, il faut que la politique et le plan d'action reconnaissent ce besoin et que le gouvernement investisse davantage dans le réseau, pas juste en santé, mais également dans les services directs aux personnes. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, avouons-le, que nul ne veut voir ni entendre, et pourtant. Ce que l'on voit dans le projet de loi à l'heure actuelle est que le plan d'action sera limité au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourtant, il y a d'autres volets cruciaux pour le soutien aux personnes aidées et aux personnes proches aidantes qui ne sont pas dans la cour de ce ministère. On pensera ici, par exemple, à l'intégration en garderie pour les enfants, à l'éducation, à l'employabilité, etc. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, sur des aspects plus techniques, un des points cruciaux que le projet de loi n'aborde pas suffisamment, à notre avis, est la question de la reconnaissance du statut juridique de la personne proche aidante. La Société, nous recommandons une reconnaissance formelle, légale, encadrée du statut de personne proche aidante afin de limiter l'arbitraire dans les services et d'harmoniser les critères qui pourraient être fixés entre chaque ministère et organisme du gouvernement.
Laisser la reconnaissance du rôle de personne proche aidante au bon vouloir de chaque ministère ou organisme ou chaque établissement dans le réseau de la santé est, selon nous, la meilleure façon de voir des iniquités apparaître et de créer des disparités entre les régions du Québec. Il est nécessaire aussi, évidemment, d'éviter la multiplication des formulaires, des démarches administratives des personnes proches aidantes pour qu'elles aient accès aux services dont elles ont réellement besoin. Une définition trop large, sans reconnaissance légale du statut de personne proche aidante, risque, à notre avis, de rendre cet effort vain. Par ailleurs, un des points qui est fort important et qui nous semble avoir été omis dans le projet de loi est qu'en déficience intellectuelle, les parents sont souvent amenés à devoir abandonner leur activité professionnelle afin de s'occuper de leurs enfants faute de services après 21 ans. On entend souvent à la société des histoires de parents qui doivent vendre leur maison pour pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches, ce qui est tragique. À l'heure actuelle, vous le savez probablement, les programmes d'aide financière de dernier recours ne permettent pas aux parents de vivre dignement. Rappelons-le, le programme de solidarité sociale n'équivaut même pas au seuil de pauvreté à l'heure actuelle. Et c'est cela quand les personnes proches aidantes peuvent même se qualifier pour ces programmes. Ce que la société propose, c'est que le gouvernement du Québec donne temporairement accès aux futurs programmes de revenus de base aux personnes proches aidantes qui doivent quitter leur emploi pour s'occuper d'une personne aidée dans leur entourage. Ce programme, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2023, permettrait aux personnes proches aidantes d'avoir un niveau de vie digne, de pouvoir s'occuper correctement de leurs proches sans avoir peur de tomber dans le dénuement le plus total. En conclusion, le projet de loi 56 est une bonne base pour mieux valoriser et reconnaître le rôle des personnes proches aidantes. Toutefois, un certain nombre d'éléments doivent être bonifiés et ajoutés afin que le projet de loi réponde vraiment aux besoins des personnes proches aidantes. Si le gouvernement entend soutenir ces personnes, il devrait s'engager à restaurer des services publics de qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins, notamment des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui est d'autant plus nécessaire que le vieillissement de la population va accentuer la pression sur la disponibilité des services de santé et de services sociaux. Il faut s'engager à cesser de voir les personnes proches aidantes comme étant des fournisseurs de services pour les réseaux de la santé et des services sociaux. Ces personnes ont déjà trop pallié à ces manques. Elles sont épuisées, appauvries et demandent qu'on les reconnaisse et qu'on les prenne en considération. Une mère d'une personne ayant une déficience intellectuelle reste un parent. Elle doit être reconnue pour son expertise, certes, mais elle doit rester un parent. Enfin, il est crucial que des régimes d'aide financière plus adaptés aux réalités des personnes proches aidantes soient mis en place. À cet effet, la société propose que les personnes proches aidantes qui doivent quitter leur emploi pour aider une personne de leur entourage aient accès au programme de revenus de base devant entrer en vigueur en 2023. Au nom des familles et de toutes les personnes proches aidantes qui soutiennent, accompagnent et aiment une personne ayant une déficience intellectuelle, je vous remercie de votre écoute. Madame Larose, Monsieur Rago, merci beaucoup pour votre exposé. Avant de donner la parole à Madame la ministre, je me dois de vous dire que nous autorisons le dépôt du document. Il est officiellement sur greffier maintenant. Alors, Madame la ministre, vous avez la parole pour une période de 16 minutes. Madame Larose, Monsieur Drago, je suis très, très heureuse de pouvoir vous entendre et vous poser des questions, mais juste avant, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé antérieurement et dire à ma collègue de Fabre qu'à l'article 43, oui, j'avais promis qu'il y aurait un plan médical pour les proches aidants, mais c'est le premier plan d'action gouvernemental doit prévoir des mesures et des actions qui concernent l'évaluation des besoins, la planification et la prestation des services offerts aux personnes proches aidantes par les établissements concernés du réseau de la santé et des services sociaux. Ça veut donc dire qu'on va faire un plan d'intervention pour les proches aidants. Écoutez, la loi, le plan d'action, la politique, on veut vraiment tenir compte non seulement des personnes aînées, mais surtout de tous les proches aidants. Et c'est tellement important ce que vous avez dit, entre autres, comment vous vous êtes sentis, vous, proches aidants, vous, membres d'un organisme qui aide des personnes ayant des enfants ou même des adultes ayant des déficiences intellectuelles. Combien vous avez besoin de soutien?
Moi, je veux vous entendre, d'une part, par rapport au statut légal que vous souhaitez, parce qu'avec un statut légal, il y a des droits, mais il y a des obligations aussi. Puis, avec la proposition que vous faites par rapport au programme de revenus de base du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comment les proches aidants pourraient avoir accès à ça. Et je tiens à vous dire qu'on veut et que nous allons tenir compte de vos besoins dans notre plan d'action. C'est impératif, ça me touche, je me sens concernée par ce que vous vivez et impérativement, vous aurez votre place à l'intérieur de la politique et du plan d'action. Alors, je vous écoute. Alors, Madame la ministre, ce qu'on propose, c'est notamment de s'inspirer des travaux qui ont été faits dans la nouvelle loi sur le curateur public. Vous n'êtes pas sans le savoir, il existe un conseiller au majeur pour justement aider la personne majeure qui est visée, en fait, pour l'aider à ne pas être avec un régime de tutelle ou de curatelle. Cette mesure-là est quand même très bien encadrée. Elle vient notamment de la volonté de la personne aidée elle-même. Ça nous apparaît être un point quand même, somme toute, très important. Parfois, la personne aidée elle-même pourrait définir qui est sa personne proche aidante ou qui sont les personnes proches aidantes dans son entourage. Et cette mesure-là, dans la loi sur le curateur public, est bien encadrée, bien balisée. Il y a des tests et des vérifications qui sont faites. Alors, on s'assure dans ce cadre-là que ce ne soit pas n'importe qui ait accès à des services ou à des privilèges, par exemple celui de demander de l'information pour une tierce personne. Donc, il y a certaines choses, il y a des mesures dans cette nouvelle mesure que le curateur public va mettre en place qui nous semble tout à fait réaliste de pouvoir transférer au niveau des personnes proches aidantes. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas alourdir le processus. Il y a un équilibre, évidemment, à avoir. Ce dont on a peur, ce qu'on craint, c'est que s'il existe des services spécifiques pour les personnes proches aidantes, comment est-ce qu'on fait pour définir qui a accès à tel et tel service sans tomber dans une mesure totalement arbitraire, sans tomber dans des disparités entre les personnes? Donc, c'est sûr que c'est une question, il y a un équilibre très délicat à atteindre dans un encadrement légal, de ne pas rajouter un fardeau aux familles et aux personnes proches aidantes en tant que telles. Concernant le programme de revenus de base, mais il y a une fenêtre d'opportunité actuellement puisque le rapport sur les suggestions de comment mettre en œuvre le programme de revenus de base a été déposé au ministre Boulet en décembre 2019, et il devrait y avoir un suivi bientôt fait avec les groupes. Et nous étions parmi les groupes qui ont participé à l'élaboration des recommandations en lien avec le programme de revenus de base. Donc, il est certain que nous, on voit une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement de rattacher les fils entre eux, de donner accès à une mesure qui va permettre aux personnes de vivre de façon digne avec un revenu minimal. Et c'est sûr que c'est une mesure budgétaire qu'il va falloir discuter avec tous les autres collègues du gouvernement, le Conseil du Trésor et compagnie, mais c'est vraiment quelque chose dont on croit au potentiel de cette mesure-là, on croit au fait que ça pourrait vraiment aider les personnes proches aidantes et les familles en tant que telles. Écoutez, je voudrais vous rassurer et vous mentionner que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé et des Services sociaux qui est concerné. D'une part, on a actuellement un comité interministériel qui touche bien sûr le MES, mais aussi le ministère de la Famille, les Finances, l'Office des personnes handicapées, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, et on est en pourparlers actuellement avec le ministre responsable de ce ministère, Retraite Québec, ministère du Transport, de la Mobilité durable, le ministère de l'Éducation, l'Enseignement supérieur, secrétariat à la condition féminine, à la jeunesse, aux affaires autochtones, le ministère de l'Immigration et de la diversité et de l'inclusion. Et dans le projet de loi, vous avez vu qu'à toutes les fois qu'un ministère va travailler sur une loi, lorsque le ministre va la déposer, il devra tenir compte des proches aidants,
évidemment, si les proches aidants font partie de sa loi et des impacts de la loi sur les proches aidants, alors ça va toucher l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Et vous avez raison de le dire, il ne faudrait pas que ce soit une loi qui touche uniquement le ministère de la Santé et des Services sociaux. Comment on pourrait vous aider davantage, vous qui avez à vivre avec la réalité des personnes qui ont un handicap au niveau de la déficience intellectuelle? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse de plus, qu'on vous accompagne à l'intérieur de ça pour bonifier ce qu'on est en train de faire, là? Je vous dirais, moi, je suis moi-même une mère d'une jeune femme qui a 25 ans, qui a une trisomie 21. Donc, j'ai deux chapeaux, un chapeau de direction d'un regroupement, mais également, je le vis quotidiennement. Et je vous dirais, ce qui fait le plus la différence dans la vie quotidienne des parents, c'est lorsque la personne a des services, quand elle a une occupation valorisante. Surtout, là, on a parlé beaucoup du 21 ans et plus, là, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'il y a un trou. C'est vrai qu'il manque la personne finit l'école à 21 ans et beaucoup de parents le disent qu'à ce moment-là, il y a comme vraiment un ressac ou un creux de vague où c'est très difficile de trouver des occupations intéressantes. C'est beaucoup aussi de vouloir continuer à développer parce qu'on croit au potentiel de ces personnes-là, de leur donner la possibilité justement de développer leur potentiel et puis peut-être éventuellement de pouvoir développer leur employabilité. C'est un peu désertique. On a vécu des années d'austérité, des années difficiles où l'emphase a été beaucoup amenée sur l'aspect plus de la santé. Les services sociaux ont été mis à mal les dernières années et la déficience intellectuelle a malheureusement été oubliée. Donc, je vous dirais qu'en tout cas, dans la majorité des cas, si vous parlez à des parents, c'est ce qu'ils vont vous dire, c'est que de voir son jeune à la maison, d'être obligé d'arrêter de travailler parce que ce qu'on leur propose n'est pas suffisant ou adéquat ou ça répond pas, ça fait des situations extrêmement difficiles. Premièrement, ça rend la famille beaucoup plus, ça l'appauvrit. Souvent, vous le savez aussi bien que moi, que ce sont les femmes, souvent qui vont laisser leur emploi pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Ça crée beaucoup de problèmes pour ces femmes-là. Donc, je pense que ce qui pourrait aider le plus les familles, ça serait de remettre la déficience intellectuelle au goût du jour et de pouvoir leur permettre d'avoir des services adéquats. Malheureusement, je ne veux pas mettre en dualité ce qu'on a fait en autisme, c'est extraordinaire, mais malheureusement, on a oublié très souvent les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ça serait majeur. Écoutez, vous aurez votre place dans le plan d'action parce qu'on en a parlé abondamment avec la direction des proches aidants. Moi, je suis très concernée aussi par le fait qu'à un moment donné, des personnes comme votre fille, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Et aujourd'hui, l'espérance de vie, entre autres pour les personnes trisomiques, c'est 60, même 65 ans plus. Alors, les parents se disent souvent, qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant quand moi, je serai trop vieille, trop vieux pour m'en occuper? Et ça, c'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle dimension dans la vie des familles. Et il faut absolument qu'on en parle ouvertement et qu'on agisse pour combler ce vide-là que vous vivez actuellement. Alors, je vous entends Vous touchez parfaitement. un point sensible. Vous touchez un point extrêmement sensible parce que c'est effectivement, puis ne serait-ce que de s'investir pour trouver un endroit également pour que cette personne-là, que son enfant puisse vivre, que ça réponde à ses besoins. Vous savez aussi que les familles ont beaucoup travaillé. On parle beaucoup d'inclusion, d'intégration. Donc, ce sont des enfants qui ont été intégrés à la garderie, qui ont été intégrés à l'école. On a tenté, là, le nœud, c'est vraiment l'emploi. Donc, tenter, puis là, après ça, de leur faire une vie le plus ancrée possible dans la société. Mais là, on attrape des nœuds, là, majeurs. Et effectivement, le après, puis qu'est-ce qui va arriver de cette personne-là, de notre enfant, quand on sera plus là, c'est un stress qu'on pense assez rapidement, effectivement, dans la vie d'un parent. Merci. Merci.
beaucoup, Madame la ministre. Merci, Madame Larose. Je vois que la députée de Soulanges aura quelques questions et il reste 4 minutes 54 secondes. Merci, Monsieur la Présidente. Bonjour, Monsieur Duchesneau, et bonjour, Annick. Je pense que je peux te nommer par ton prénom. On se connaît un petit peu. Pour répondre, j'imagine que vous le savez, là, qu'il y a des parents qui ont milité beaucoup pour avoir l'école 21-35 ans. On a un projet pilote que le ministre Carman a mis sur pied, là, je crois qu'il commençait en septembre-octobre. Donc, c'est un projet pilote là, qui permet la scolarisation de 21 à 35 ans pour les enfants. Donc, le projet pilote va aller, je pense que c'est 3 ans là, de mémoire. J'aimerais vous entendre plutôt sur, quand vous parlez d'aide financière là, pour le programme de dernier recours, vous parlez justement temporairement, que les personnes soient temporairement au programme de revenu de base. On sait que plusieurs familles, c'est vraiment plus temporaire, là. Donc, je me pose la question, pourquoi vous avez nommé le mot temporaire? Est-ce que c'est pour... en fait, pourquoi vous avez nommé temporaire? C'est une excellente question. La raison est fort simple. Il faut s'adapter aux réalités de toutes les personnes proches aidantes, de tous les types de personnes proches aidantes. Puis dans notre cas, oui, c'est souvent un marathon, comme disait Annick, là, qui se fait sur le très, très long terme. Mais dans d'autres cas, ça sera potentiellement temporaire. Ce qu'on vise, c'est, oui, les personnes proches aidantes en déficience intellectuelle, mais c'est aussi une mesure qui pourrait être appliquée à toutes les personnes proches aidantes. Parce que toutes les personnes proches aidantes ont le droit à une dignité minimale puis d'avoir accès à un revenu minimal si elles doivent quitter leur emploi. Donc, c'est sûr que, une mesure permanente, après ça, mettons, si la personne aidée décède, est-ce que la personne proche aidante doit encore être sur le programme de revenu de base? C'est toutes des questions administratives qui pourraient être plus difficiles à régler qu'autrement. Donc, on ne sait pas avancer plus loin que ça. C'est juste une question de prudence puis de couvrir l'intégralité des situations le plus possible. On est très conscient qu'on est sur du long terme, souvent en déficience intellectuelle, c'est certain. J'imagine que vous ciblez certains critères aussi dans le revenu de base ou l'aide financière de dernier recours. Là, il y a certains critères, là, j'imagine. Les avez-vous repérés, les critères qui font que les parents, habituellement, n'ont pas accès à l'aide financière de dernier recours? Vous n'avez pas fait l'exercice? Il est certain que le programme de solidarité sociale est censé être réservé à des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. Contraintes sévères à l'emploi, généralement, à l'heure actuelle, dans la façon dont le ministère évalue ces contraintes sévères-là, c'est essentiellement des raisons médicales. Donc, vous avez un handicap physique qui vous empêche de travailler de façon soutenue et qui fait en sorte que vous n'aurez pas un emploi régulier, vous avez accès au programme de solidarité sociale. Vous avez un trouble de santé mentale très lourd, récurrent à long terme. Vous êtes donc relativement théoriquement une personne handicapée au sens de la loi, mais vous avez potentiellement la reconnaissance d'une contrainte sévère à l'emploi. Il y a peu de prise en compte des critères psychosociaux dans les programmes actuels d'aide financière de dernier recours, ce qui est contesté bien évidemment par beaucoup de groupes et ce qui devrait, on l'espère, changer avec le programme de revenu de base. Ce qui est certain, c'est que les critères pour le programme de revenu de base ne sont pas encore entrés en vigueur. Il n'y a pas de mise en œuvre à l'heure actuelle. C'est encore dans la codification administrative, dans l'élaboration de la politique publique, dans ses fins détails. Donc, c'est sûr que l'opportunité pour le ministère, pour la ministre, pour le ministre, l'opportunité est maintenant ou jamais, ou à peu près, puisque les travaux vont continuer à se faire, mais disons de façon plus intensive bientôt. Donc, on voit cette fenêtre d'opportunité-là. On pense qu'une évaluation psychosociale, justement, des besoins financiers des personnes proches aidantes serait tout à fait adéquate dans ce contexte. 30 secondes. Le statut juridique pour la personne proche aidante, j'ai compris que vous aimeriez en cibler qu'une seule personne proche aidante. Ce serait plus facile pour... Chaque personne proche aidante devrait avoir une reconnaissance. OK. Légale. Merci.
Merci beaucoup. Alors, juste un petit rappel, on ne doit pas nommer les ministres ou les députés par leur nom, mais bien par leur rôle ou leur circonscription. Alors, je cède maintenant la parole au député de Jean Lesage de la deuxième opposition pour une période de 2 minutes je m'excuse, excusez-moi, de la députée de Fabre, donc de la première opposition, l'opposition officielle, pour une période de 10 minutes 40 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, un grand plaisir de vous entendre, Madame Larose et Monsieur Rago, et je peux vous dire d'entrée de jeu que je suis très sensible à votre engagement et votre réalité, Madame Larose. Écoutez, moi, je pose encore cette question parce que j'ai lu avec attention votre mémoire et entendu votre présentation, et je pense qu'il faut dire et redire qu'est-ce que les familles ont vécu durant la pandémie, mais aussi la réalité des services que vous recevez ou que vous ne recevez pas. La ministre a déjà posé la question. Moi, je veux vous poser la question très simple suivante. Face à ce projet de loi, qu'est-ce qui va changer? Demain matin, si le projet de loi est adopté, qu'est-ce que ça changerait dans le quotidien des proches aidants pour les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle? Merci, Madame la députée de Fabre. Alors, ce qui va changer, bien, écoutez, c'est une bonne question. Demain matin, rien. Dans 2 ans, potentiellement plein de choses. C'est toujours la question de quel est l'impact immédiat d'une loi, et c'est pas quelque chose qui est difficile à... C'est pas quelque chose... En fait, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Ce qu'on voit, nous, c'est que c'est pertinent et c'est positif d'avoir enfin une reconnaissance légale des besoins des personnes proches aidantes, d'avoir une obligation légale pour le gouvernement du Québec, d'avoir une politique et un plan d'action. Ça aurait pu ne pas faire l'objet d'une loi, mais si ça fait l'objet d'une loi et qu'on est capable de codifier des choses et de reconnaître légalement des obligations du gouvernement du Québec envers les personnes proches aidantes, bien, c'est tant mieux. J'aimerais un peu poursuivre sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de la reconnaissance à travers ce projet de loi, l'importance d'une politique nationale et d'un plan d'action, sauf qu'on n'a pas cette politique nationale-là devant nous. La ministre nous a dit ce matin, puis je m'excuse si je ne reprends pas ces mots exacts, mais que la politique était suffisamment avancée, mais on ne l'a pas devant nous et le projet de loi doit circonscrire cette politique et ce plan d'action. Est-ce que, si on parle de politique et de plan d'action, qu'est-ce qui était absolument essentiel d'avoir? Est-ce que la politique, dans le fond, je vais la poser plus simplement ma question, est-ce qu'une politique et un plan d'action n'auraient pas suffi à avoir, peut-être dans des meilleurs délais, des mesures concrètes pour offrir plus de services dans le quotidien des familles, des proches aidants et des proches aidants? C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse et pour laquelle la seule réponse possible est de dire encore une fois que peut-être, mais il reste que c'est probablement une bonne chose que ce soit enchâssé dans la loi comme obligation. Pour le reste, c'est une question de volonté politique et c'est à peu près la réponse qu'on peut vous faire. Si le gouvernement met de l'argent, eh bien, ça va changer des choses et il n'y aurait peut-être pas eu besoin d'une loi, mais s'il y en a une qui crée des obligations du gouvernement du Québec, eh bien, tant mieux. En même temps, vous avez mis dans une de vos recommandations, toujours en lien avec un plan d'action, la volonté qui est au projet de loi, elle est là. On n'a pas vu la politique, on n'a pas vu le plan d'action, mais en même temps, ça prendra les ressources alors pour être capable de dispenser les services qui seront ajoutés et qui seront liés au projet de loi. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un peu l'ampleur des services que vous souhaiteriez avoir et qui seraient liés au plan d'action et donc, évidemment, prévus au projet de loi? Je ne vais pas me répéter, mais c'est sûr que tout ce qui est en amont, je vous dirais, quand on a de la prise en charge ou du soutien de la personne qui vit avec une déficience intellectuelle, c'est sûr que ça va avoir un impact majeur. C'est sûr qu'il y a aussi toute la question du répit pour les parents. C'est sûr que c'est majeur également. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est intimement relié au développement de la personne. Donc, si on a un enfant qui a des besoins particuliers, qui a une déficience intellectuelle et qui a
a des services de stimulation, qui peut développer son potentiel, qui peut être justement dans cette chaîne-là de réadaptation et non pas seulement attendre qu'il y ait des problèmes pour pouvoir réagir, mais qu'on soit vraiment dans une mouvance de pouvoir le faire développer, cet enfant-là. C'est sûr que ça va avoir un impact positif sur la famille. Donc, je pense que tous ces services-là qui sont en amont ne doivent pas être oubliés et occultés juste pour soutenir, c'est important, là, soutenir les proches aidants, mais tout cet aspect-là et je vous dirais la clé de voûte aussi pour permettre justement aux proches aidants de souffler un peu quand on s'assure du développement de l'enfant, de l'adolescent puis de l'adulte. C'est intimement relié. Et ensuite, bon, c'est sûr qu'il y a toute la question du répit, la question de s'assurer également du soutien parfois financier, mais que les familles ne se sentent pas délaissées. Très souvent, en ce moment, il y a beaucoup de familles qui ont même plus de contact avec leur centre de réadaptation, que leur dossier est fermé ou qu'on dit que cette personne-là n'a plus de besoin, on l'envoie en première ligne. Là, il y a une confusion entre la première, deuxième ligne. En tout cas, on ne s'est jamais démêlé là-dedans. Et ça fait au final que les familles n'ont pas nécessairement de personnes contact ou de personnes, on a parlé beaucoup du pivot, là, mais qui n'ont pas nécessairement de contact. Déjà, ça, de ne pas laisser les familles seules à elles-mêmes, puis d'avoir un soutien, c'est sûr que ça, c'est majeur. Et pour moi, c'est incontournable. Madame la Présidente, combien de temps me reste-t-il? 4 minutes 34 secondes. Alors, je vais y aller avec une dernière question. Je vais céder ensuite la parole à mon collègue. Évidemment, je veux revenir sur toute cette notion de répit, d'action communautaire qui offre du soutien à domicile, qui aide les proches aidants et tout ça. Autant vous avez nommé la solution de travailler au revenu de base, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de pouvoir protéger une enveloppe en répit ou en soutien à domicile? Je sais que c'était le cas il y a plus de 2 ans, par exemple, pour réserver un 10 % de l'argent qui allait dans les CIS et les CIUS du Québec en soutien à domicile vers les groupes communautaires. Alors, est-ce que c'est pas une solution? Puis là, c'est plus le cas. Ça n'existe plus. Est-ce que ce sont des formules qui pourraient être mises de l'avant pour assurer le répit et le soutien à domicile qui peut aider les proches aidants? Qu'on a entendu. Effectivement, toute forme de soutien et de répit, et si on peut préserver justement ces enveloppes-là, on voit ça de manière très favorable, c'est certain. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée de Fabre. Je cède maintenant la parole au député de Darcy-McGee. Il vous reste 3 minutes 20 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci à Mme Marot, M. Drago, pour votre présentation en 10 minutes très à la fois claire, dramatique et sombre, mais préoccupante. Il y a 3 choses qui m'ont vraiment frappé. Dans un premier temps, vous nous aidez à imaginer les défis additionnels dont vous aurez eu à confronter durant cette pandémie. Et c'est une des raisons pourquoi nous exigeons à une autre commission de l'Assemblée nationale de se pencher sur son mandat d'initiative sur la santé mentale dans le contexte actuel. Et je vous invite à suivre ça. Ça me frappe aussi, on l'entend souvent, mais je me permets de dire, on a honte collective de se permettre d'être devant une quasi-absence de services pour les adultes 21 ans et plus en situation de déficience intellectuelle. Et vous avez noté, et je comprends à juste titre, que ce projet de loi devant nous, c'est une chose et très significative et intéressante, mais jusqu'à temps que les services de base sont disponibles, ça risque, d'être pas lettre morte, mais voilà le défi. Ce qui m'a frappé. Troisième chose qui m'a frappé, je vous invite, dans le petit temps qui reste, d'en élaborer. Vous dressez un portrait d'un proche aidant
des proches aidants dans ce secteur-là, qui est tout à fait distinct de l'idée traditionnelle d'un proche aidant proche d'un aîné. Et vous avez identifié nos 2 endroits dans le projet de loi où il faut en tenir compte. Je vous invite à en élaborer parce que je comprends que le rôle d'un proche aidant pour une personne en déficience intellectuelle est tout à fait unique. Y a-t-il d'autres endroits où ce projet de loi doit se pencher pour assurer une implication et un accompagnement des proches aidants que vous représentez? Il est certain qu'en déficience intellectuelle, c'est peut-être le long terme qui fait en sorte que c'est particulier. Très souvent, les parents, lorsque l'enfant est jeune, le parent ne se voit pas nécessairement comme un proche aidant, mais c'est sûr que quand on approche, il y a 21 ans et plus, là, comme vous avez mentionné, mais quand on approche justement de l'âge adulte, où là, il y a vraiment une séparation, là, si on peut dire, ou vraiment un clivage là, qui se fait entre, je dirais, avoir un enfant qui est rendu adulte standard, je vous dirais, et puis donc une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est un suivi qui est quotidien, qui doit être très, comment je peux dire, ça diffère vraiment d'un individu à l'autre, mais en règle générale, de s'assurer justement que cette personne-là puisse, premièrement, avoir des occupations, d'avoir quelque chose de stimulant, d'avoir une valorisation, s'assurer que cette personne-là garde une estime d'elle-même. Donc, Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis désolée, on a dépassé un petit peu le temps, mais on entendait moins bien. Alors, le temps est maintenant parti à monsieur le député de Jean Lesage pour 2 minutes 40 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais avoir plus d'explications autour de votre recommandation numéro 15. On sait que le soutien financier, l'argent, c'est le nerf de la guerre parce que s'il n'y en a pas assez au bout du compte puis que les gens n'ont pas de soutien financier, ça va être problématique. Je voudrais savoir comment, disons, le fait de revoir les programmes d'aide financière de dernier recours, comment est-ce que c'est une solution plus intéressante pour vous que les actuels crédits d'impôt ou encore qu'une éventuelle, là, qui n'existe pas encore, mais qui est revendiquée par plusieurs, un programme d'allocation, par exemple, semblable au régime, au RQAP, par exemple. Mais dans le fond, je veux juste savoir votre proposition, si vous pouvez la détailler, et puis en quoi elle est plus intéressante que les crédits d'impôt. Je vais garder ça plus... Absolument. Alors, en réponse au député de Jean Lesage, un crédit d'impôt, souvent, c'est pas remboursable en partant. Donc, un crédit d'impôt non remboursable, il faut avoir travaillé un certain montant dans l'année pour y avoir le droit. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes proches aidantes en partant n'y ont juste pas accès. Donc, c'est une solution fiscale qui, à toute fin pratique, ne répond pas aux besoins des personnes qui ne travaillent pas assez et qui doivent s'occuper d'une personne aidée. L'autre chose, c'est qu'un programme de revenu de base, c'est quelque chose qui est non conditionnel à une cotisation sociale préalable. Puis ça, c'est un aspect important parce que le RQAP, par exemple, ou plein de régimes, il faut avoir cotisé à un régime au préalable pour avoir accès à ce régime-là. Le programme de revenu de base, on parle d'une entrée en vigueur puis d'une entrée au programme qui n'est pas conditionnelle à avoir cotisé au préalable à ce régime. Donc, l'aspect universel et non restrictif est une solution qui, fiscalement, aussi au niveau de la justice sociale, est une solution beaucoup plus pratico-pratique et qui fait beaucoup plus de sens à cet effet-là, parce que vous n'avez pas eu besoin d'avoir cotisé pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans pour y avoir accès. Vous avez juste accès parce que vous avez besoin d'y avoir accès maintenant. Et quel genre de modifications vous metteriez en place? C'est une excellente question. Il faudra que le ministère travaille là-dessus. On n'a pas nécessairement toutes les clés en main actuellement. Puis évidemment, vu que la mise en œuvre n'est pas sortie pour le moment et que les travaux doivent se continuer, bien, ça va être... J'imagine qu'il faudrait que ça fasse l'objet de discussions avec le ministère. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, le temps est maintenant... La parole est maintenant au député de Rimouski pour une période de 2 minutes 40 secondes.
Merci, Madame la Présidente. Salut tout le monde. Je connais un peu ce que vous faites. Je travaille beaucoup avec les gens à Rimouski, qui travaillent avec des parents qui ont des enfants qui vivent la déficience intellectuelle. Et je sais exactement tout le travail que vous pouvez faire. Puis votre mémoire, je pense, vient démontrer qu'il faudra se préoccuper de cette situation-là et des prochains aidants qui travaillent auprès des gens que vous représentez. Il faut que j'aille rapidement. Vous parlez d'une clause d'impact. Vous savez, les clauses d'impact, là, c'est souvent dans les mémoires au Conseil des ministres. Il y a une clause d'impact sur la pauvreté, il y a une clause d'impact sur l'environnement. Il doit y en avoir au moins 3 ou 4 autres clauses d'impact là, qui les ministres doivent intégrer dans leur mémoire au Conseil des ministres. On ne les voit jamais. Moi, à l'époque, je m'étais assuré qu'il y avait une clause d'impact sur la pauvreté, mais on ne voit jamais ça. Les gens ne voient pas. Il faut faire confiance. Vous pensez que c'est là, mais permettez-moi d'en douter des fois si vraiment les clauses d'impact sont analysées lors des mémoires déposées au Conseil des ministres. Dans le fond, ce que vous voulez par la clause d'impact, c'est vous assurer que ça soit pris en compte par tous les ministères. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons qu'on pourrait faire là, par la reddition de comptes ou autrement pour arriver avec votre objectif que les ministères se préoccupent des proches aidants? En réponse aux députés de Rimouski et aussi peut-être pour compléter ce qui a été adressé aux députés de Darcy McGill, oui, c'est effectivement le cas d'une clause d'impact, c'est très opaque généralement. Ce qui pourrait aider, c'est notre recommandation 8, dans le fond, c'est d'augmenter le nombre de représentants et de représentantes en proche aidance au sein du comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes. C'est aussi d'avoir des orientations au niveau de l'Observatoire des personnes proches aidantes qui soient, disons, propres ou plus spécifique à la déficience intellectuelle. Puis, l'Office des personnes handicapées le fait dans son évaluation des politiques publiques gouvernementales en termes de handicap. Il y a des évaluations qui sont faites avec la clause d'impact, puis c'est quelque chose que l'Observatoire pourrait faire dans l'évaluation de la mise en œuvre de la politique et du plan d'action. Donc, c'est sûr que oui, c'est quelque chose de très opaque. Autant le comité que l'Observatoire pourraient contribuer à documenter l'impact de ces politiques-là et aider à avoir une meilleure prise en compte des réalités en déficience intellectuelle spécifiquement. Je pense que ce qui est important, c'est que ça soit public. Ce qui met de la pression sur les ministères, c'est que ça soit public. Quand c'est trop opaque, ça ne donne pas grand-chose. Il faut que ça soit public et je suis d'accord avec votre idée. Il faut que les ministères soient beaucoup, Monsieur le député. Préoccupés et rendent ça public. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette audition. Merci beaucoup, Madame Larose. Merci, Monsieur Rago, pour votre contribution aux travaux. Nous allons suspendre à peine quelques instants pour prévoir la prochaine visioconférence. Merci.